Dans cette capsule, on va aborder le concept de modélisation de langage. Alors, dans le modèle de Bayes naïf multinomial qu'on a vu, qui modélise la distribution jointe entre la catégorie d'un document et le document, on peut en fait voir ce modèle-là comme divisant le calcul de cette probabilité-là, la modélisation de cette probabilité-là, en deux parties. On a premièrement un modèle des catégories, qui est tout simple en fait, qui implique seulement une probabilité a priori sur les classes, et un modèle qui assigne des probabilités sur les mots en fait, étant donné la classe. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le modèle de langage. Donc, de façon générale, un modèle de langage, on dit parfois un modèle de langue aussi, est une distribution sur du texte, c'est-à-dire sur des séquences de mots. Donc, plus précisément, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un document W1 jusqu'à WD, bien, un modèle de langage va pouvoir lui assigner une probabilité d'observer ce document-là. Donc, la probabilité de W1 jusqu'à WD. Donc, dans le modèle de Bayes naïf multinomial, en fait, le modèle de langage est super simple. Puis, c'était un des objectifs, en fait. Donc, il est tellement simple qu'il suppose que les mots sont en fait générés indépendamment dans le document, étant donné la catégorie C. Donc, ça suppose en fait que, entre autres, l'ordre des mots n'est pas important. Donc, évidemment, ça ne serait pas un très bon modèle de document. Lorsqu'on écrit un document, bien, le prochain mot qu'on écrit dépend évidemment des mots précédents puis de ce qu'on souhaite écrire. Donc, il y a clairement des dépendances entre les mots. Et pour certaines applications autres que la classification de documents, un modèle qui suppose que les mots sont l'ordre des mots n'est pas important est clairement mauvais. Pour en traduction automatique, en reconnaissance vocale, là, on va avoir besoin de modèles de langage qui sont beaucoup plus puissants et qui vont commencer à traiter la relation entre les mots eux-mêmes. Un modèle de langue qui est souvent utilisé, c'est ce qu'on appelle un modèle N-gram. C'est un modèle qui est justement souvent utilisé dans des systèmes de traduction automatique ou de reconnaissance vocale. Donc, c'est un modèle qui tente d'améliorer sur le modèle de langue utilisé dans un modèle de classification de documents, en supposant que le IMO d'une phrase est en fait généré ou dépend finalement de quelques mots précédents dans la même phrase ou dans le même document. Précisément, dans un modèle N-gram, on va supposer que la probabilité des mots W1 jusqu'à WD dans un document, c'est égal au produit de la probabilité de chacun des mots WI, étant donné les N-1 mots précédents. Donc, les mots à la position I-N plus 1 jusqu'à I-1. Donc, ça fait en tout N-1 mots précédents. Donc, ça, c'est une première propriété des modèles qu'on appelle modèle N-gram. On les appelle modèle N-gram parce que, donc, premièrement, je vais définir N-gram. N-gram, c'est en fait une sous-séquence de N mots qu'on a extrait d'un corpus. On va voir un exemple concret de ça tantôt. Et on les appelle modèles N-gram parce qu'en fait, ces modèles-là vont être estimés à partir des fréquences de N-gram qu'on va avoir extrait ou calculé à partir d'un corpus, donc d'un ensemble de documents. On remarquera également qu'en fait, un modèle N-gram, c'est l'équivalent à un modèle ou une chaîne de Markov d'ordre N-1. Donc, nous, dans les capsules sur les réseaux bayésiens dynamiques, on s'est concentré sur un modèle de Markov d'ordre 1. Donc, ça correspondrait à un modèle N-gram où N serait égal à 2. Donc, un modèle où le mot suivant I dépend seulement du mot précédent à la position I-1. Et de façon générale, un modèle N-gram, on peut dépendre pas seulement du mot précédent, mais des 2 mots précédents, 3 mots précédents, et ainsi de suite. Alors, regardons premièrement de quoi on parle lorsqu'on parle d'un N-gram. Donc, imaginons qu'on ait un corpus qui contient un seul document, perceptron, virgule, 1 OV, OV, apprentissage OV. Donc, on a appliqué le pré-traitement là où on a appliqué le vocabulaire avec les 4 mots comme on a vu dans les exemples précédents. Alors, dans ce document-là, dans notre corpus, il y a 7 unigrammes, donc unigrammes pour n égale à 1, dont 5 différents, donc 5 unigrammes différents.
Alors, on a effectivement perceptron, virgule, 1, OV, OV, apprentissage et OV. Ça, c'est les 7 unigrammes. Et il y en a effectivement 5 différents. On a perceptron, virgule, 1, OV et apprentissage, qui sont les 5 unigrammes différents. On a également 6 bigrammes. Bigrammes pour le cas n égale à 2. Et ils sont tous différents. Le premier bigramme, c'est perceptron, virgule. Donc, c'est ces deux mots-là ici. Ensuite de ça, on a virgule 1. Virgule 1. On a 1 OV. 1 O et V. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la phrase. Apprentissage OV. Donc, apprentissage OV. Donc, ça fait effectivement 6 bigrammes. Et ils sont tous différents. Il n'y en a pas un qui est égal à un autre dans ma liste de bigrammes. On a ensuite 5 trigrammes. Trigrammes pour n égale à 3. Et encore une fois, sont tous différents. Donc, avec le même raisonnement, on a perceptron, virgule 1, qui est le premier trigramme ici. On a virgule 1 OV, donc une sous-séquence de taille 3. La deuxième sous-séquence de taille 3, virgule 1 OV, et ainsi de suite. Puis encore une fois, ils sont tous différents. Et on pourrait continuer comme ça en extrayant les 4 grammes, les 5 grammes, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, par curiosité, on peut extraire les statistiques de différents n-grammes et observer des tendances historiques. Donc, Google met à notre disposition un outil pour faire ça, où le corpus correspond aux livres qu'ils ont numérisés en faisant de la reconnaissance de caractères, puis en numérisant tous les livres là, de différents moments dans l'histoire. Et c'est possible là, de voir à quelle fréquence on observe différents n-grammes au fur et à mesure pour différentes années là, dans le temps. Donc, ça peut être amusant à aller consulter ça. Je vous encourage à le faire. OK. Alors maintenant, comment est-ce qu'on entraîne ou on apprend un modèle n-gramme? Comment est-ce qu'on l'adapte finalement aux statistiques présentes dans un corpus de documents? On a plusieurs documents DT. On va faire comme on a fait finalement de façon similaire à ce qu'on a fait dans notre modèle de classification de documents, c'est-à-dire qu'on va utiliser des fréquences relatives. Donc, la probabilité dans mon modèle n-gramme qui va être adapté à mon corpus d'entraînement, donc c'est la probabilité que WI, le IMO, soit égal à W, étant donné les n-1 mots précédents. Ça va être le nombre de fois que le mot W suit les mots WI moins n plus 1 jusqu'à WI moins 1 dans mon corpus. Le nombre de fois que j'observe le mot W et que ce mot-là est précédé des n-1 mots précédents sur lesquels je conditionne ici. Et pour que ce soit une distribution qui normalise, qui somme à 1, bien, je vais diviser par le nombre de fois que j'observe ce n-1 gramme-là, donc les mots WI moins n plus 1 jusqu'à WI moins 1. Et le nombre de fois que je l'observe et que ce bigramme-là, ce n-1 gramme-là est suivi d'un autre mot quelconque. Donc, de façon un peu plus formelle, ça va être la somme sur tous mes documents de la fréquence du n-gramme WI moins n plus 1 jusqu'à WI moins 1 suivi de W. Donc, sa fréquence de ce n-gramme-là dans chacun des documents DT, divisé par la fréquence de mon unigramme n-1 suivi de n'importe quel mot. Donc, j'utilise le symbole étoile pour dire le nombre de fois que j'observe ce n-1 gramme-là suivi de n'importe quel autre mot. Et donc, je fais la somme de ces fréquences-là pour tous les documents DT. Donc, ça m'assure que ma distribution va bel et bien sommer à 1. Alors, faisons un exemple. Donc, imaginons qu'on veuille calculer la distribution du mot suivant étant donné les deux mots précédents. Donc, dans ce cas-ci, on aurait n est égal à 3. On aurait un trigramme. Et supposons qu'en fait, je veux la probabilité conditionnelle du mot qui suit, étant donné que j'ai avant modèle de. Et maintenant, imaginons que dans mon corpus, la fréquence de modèle de base soit 5
puis que la fréquence du trigramme modèle de Markov soit 25, modèle de langage soit 10, et que finalement le nombre de fois que j'observe modèle de suivi de n'importe quel autre mot, ce soit 200. Donc ça va être finalement la somme de tous les éléments que j'ai ici. Mais dans ce cas-ci, la façon que je viens de décrire d'estimer, donc de calculer mon modèle et de l'apprendre sur mes données, ça va être de dire que la probabilité que Bayes suit modèle de, ça va être 5, donc le nombre de fois que Bayes suit modèle de, divisé par 200, le nombre de fois que je vois modèle de suivi de n'importe quel autre mot. Et je fais la même chose pour Markov, ça va être 25 sur 200. Puis le langage, sa probabilité, ça va être 10 sur 200. Ce qui va être important de faire, par contre, cette approche-là naïve va avoir le même problème qu'on a vu avec le modèle pour les documents, à savoir que ça va être assez facile sur des nouveaux documents d'obtenir des probabilités à zéro. Et ça va être très important de lisser les modèles n-gram. Et en fait, il y a toute une littérature sur différentes techniques de lissage de modèles n-gram. Nous, on va avoir seulement 2. Donc, je rappelle que la raison pour laquelle c'est important de faire ça, c'est qu'en fait, plus le n-gramme est long, moins il va être fréquent. Donc, plus la probabilité finalement ou la chance qu'il n'apparaisse pas dans notre corpus sur lequel on calcule nos statistiques va être élevée. Donc, plus la valeur de n est grande, plus il y a de chances qu'on n'aura jamais observé ce n-gramme-là. Et donc, une façon de lisser, c'est de faire la même chose que dans le modèle de document, savoir faire un lissage delta, où je vais ajouter au numérateur une constante delta positive. Et pour obtenir un modèle qui somme à 1, bien encore une fois, je vais prendre mon delta, puis je vais multiplier par le nombre de mots dans mon vocabulaire plus 1. Donc, pour traiter le cas où W serait pas dans mon vocabulaire, serait OOV. Okay? Donc, c'est la même approche que précédemment. J'ai les mêmes 2 termes à mon numérateur et mon dénominateur, mais j'ajoute une constante positive pour être sûr que tout ce qui est dans mon vocabulaire et OV a une probabilité non nulle. Et je divise ici par ce terme-là pour m'assurer que j'ai bel et bien une distribution qui somme à 1. Donc, dans mon exemple précédent, si j'avais une constante de lissage delta est égale à 0,1 et que la taille de mon vocabulaire, c'était 999, mais dans ce cas-ci, ce que j'aurais, c'est au numérateur les fréquences des trigrammes, donc 5 plus ma constante de lissage 0,1, divisé par le nombre de fois que j'ai le bigramme modèle suivi de n'importe quel autre mot, plus ma constante de lissage fois le vocabulaire plus 1. Donc, ça fait 0,1 fois 999 plus 1 qui est 1000, donc 100. Et donc, ça me donnerait des nouvelles probabilités mieux lissées dans ce cas-ci, qui me permettraient entre autres de traiter le cas où j'ai un mot ou un n-gramme qui n'est jamais apparu et qui m'assurait que les mots qui ont une fréquence très basse n'ont pas une influence trop grande sur le calcul des probabilités. Dans ce cas-ci, on observe qu'un modèle de langue qui avait une probabilité de 0 avant, parce qu'on n'avait jamais vu modèle de langue dans mon corpus, maintenant une probabilité non nulle de 0,1 sur 300. Une dernière technique de lissage que je mentionne, c'est le lissage par interpolation linéaire. Donc, l'idée, c'est de faire une espèce de moyenne pondérée entre plusieurs modèles n-grammes pour des valeurs de n différentes. Donc, entre un modèle unigramme, un modèle bigramme, un modèle trigramme, et ainsi de suite jusqu'au n que j'ai choisi. Donc, ici, donc c'est ça. Mathématiquement, ça correspond à quoi? Donc, mon modèle lissé par un vecteur de paramètres qui est les poids associés aux différents n-grammes que je vais appeler lambda. Donc, la probabilité, selon ce lissage par interpolation linéaire, de voir W suite à un n-1 gramme, WI moins n plus 1 jusqu'à WI moins 1, ça va être lambda 1 fois la probabilité associée à un unigramme. Donc, un unigramme, c'est un modèle qui ne dépend pas des mots précédents, fois lambda 2, plus lambda 2 fois la probabilité associée à un bigramme, donc qui dépend seulement du mot précédent,
plus lambda 3 fois la probabilité d'un trigramme, qui dépend des deux mots précédents, et ainsi de suite jusqu'à la valeur de n choisie. Et là, ce qui est important, c'est que c'est vraiment une moyenne pondérée, donc ça veut dire que les poids lambda i doivent sommer à 1 et doivent être positifs. Okay, donc les lambda i doivent également être plus grands ou égal à 0. Et typiquement, on va prendre une valeur qui est strictement plus grande que 0. Donc, entre autres, si on a que le trigramme, comme dans notre exemple, le trigramme modèle de langue a une fréquence 0, si je faisais du lissage par interpolation linéaire, imaginons que le bigramme de langue, lui, est présent dans mon corpus. Bien, ça veut dire que par le lissage par interpolation linéaire, la probabilité, selon ce lissage-là, que j'observe langue étant donné modèle de, va être plus grande que 0, et ça en autant que, que lambda 2, qui est le poids associé au modèle de langue bigramme, donc celui qui va associer une probabilité à langue seulement à partir du mot précédent de. Donc, en autant que le lambda 2 soit plus grand que 0, c'est sûr et certain que la probabilité ici va être plus grande que 0, puisque la probabilité associée au bigramme va être plus grande que 0. Ou si lambda 1 avait été strictement plus grand que 0, là encore aussi, on aurait une probabilité strictement plus grande que 0 parce que la probabilité de voir langue, langue seulement, donc ce serait ce terme-là ici, serait aussi plus grande que 0, puisque si j'ai deux langues dans mon corpus, j'ai évidemment seulement le mot langue. Donc on voit, c'est une autre façon de s'assurer que les mots qui ont une fréquence de 0 n'ont pas nécessairement une probabilité égale à 0. Et entre autres, les n-grammes qui ont une fréquence de 0 n'ont pas une probabilité associée qui est de 0, et ce qui va nous permettre de ne pas avoir d'instabilité dans le calcul des probabilités et de mieux généraliser à de nouveaux documents qui ne sont pas exactement comme ceux qu'on a dans notre corpus.